commencement était la roue, la plus importante invention de l'histoire de l'humanité. Dès sa découverte, l'homme s'est préoccupé de trouver des sources d'énergie qui puissent l'actionner, sa propre force musculaire, celle des animaux, et puis ce fut l'automobile. Pour la première fois, le muscle était remplacé par une machine dans la propulsion d'un véhicule. L'automobile créait sa propre énergie. Mais produire l'énergie n'était pas suffisant. Encore fallait-il la transmettre aux roues. Watt découvrit la solution en appliquant à la machine à vapeur le système du traditionnel rouet, dans lequel une impulsion rectiligne alternative est transformée en mouvement circulaire. C'est le système bielle-manivelle. L'énergie produite fait aller et venir un piston dans un cylindre. Mouvement linéaire que la bielle permet de transformer en mouvement rotatif. Bien sûr, il serait beaucoup plus simple de se passer de la bielle et de produire dès l'origine le mouvement dont on a besoin pour actionner les roues. Beaucoup s'y errent. Dès le XVIe siècle, l'italien Ramelli décrit le principe d'une pompe actionnée par un piston rotatif. 1636, l'allemand Pappenheim invente la pompe à engrenage à mouvement circulaire. 1799, l'anglais Murdoch réalise une machine à vapeur à piston tournant. 1846, Galloway construit la première machine à piston rotatif à épicycloïde intérieur. 1859, Jones crée une pompe à 2 pistons rotatifs. 1901, brevet de Coulet pour une machine à piston tournant excentré. 1923, machine thermique de Wallinder et Skog à piston rotatif avec engrainement et hypocycloïde intérieur enveloppante. 1938, Sanso de Lavaux, machine à piston rotatif en étoile avec engrainement à denture intérieure. 1943, compresseur d'air à piston giratoire de Maillard. Enfin, Wankel vint. Il a 20 ans en 1922 quand il démonte pour la première fois le moteur à 2 temps d'un vélomoteur. Dès lors, il se passionne pour la mécanique et sans aucun diplôme s'attaque à l'insoluble problème du moteur à géométrie non linéaire. Dans un petit garage de Mannheim, il imagine 100 figures de moteurs circulaires et comment assurer l'étanchéité des pièces en mouvement. Pendant 30 ans, il cherche. Le 13 avril 1954, il a trouvé. Le moteur Wankel à piston rotatif est né. Il en réalise plusieurs prototypes et en août 1955, signe un accord de fabrication avec NSU. 1956, une moto avec compresseur à piston rotatif bat plusieurs records aux États-Unis. 1963, le speeder NSU à moteur Wankel est présenté au Salon de Francfort. D'autres réalisations suivent. Moteur marin, scooter des neiges, moteur d'avion, modèle réduit. Félix Wankel a réussi. Grâce à lui, le moteur à piston rotatif est devenu réalité, un moteur qui tourne rond. Il est désormais possible de produire à la source le mouvement rotatif uniforme dont on a besoin. Comment? Faire tourner le piston de forme triangulaire, appelé rotor, dans un cercle parfait, ne serait pas une solution, car il n'y aurait aucune variation du volume des chambres délimitées par le cercle et chacune des faces du rotor. Il faut donner à l'enveloppe fixe, appelée stator, la forme d'une courbe nommée épitrochoïde, à l'intérieur de laquelle le rotor tourne sur un axe excentré. Ainsi, les côtés du rotor s'écartent et se rapprochent de cette courbe en créant des chambres à volume variable. Il devient donc possible de compresser le mélange gazeux après son admission et d'y produire une explosion détente, c'est-à-dire un temps moteur. En un tour complet du rotor, chacune de ces faces accomplit les 4 temps du moteur à explosion. Admission des gaz, compression, explosion détente, échappement. Mais ce qui est intéressant, c'est que puisqu'il y a 3 phases du rotor à chaque tour de celui-ci, il se produit 3 admissions, 3 compressions, 3 explosions détente et 3 échappements. En d'autres termes, en un seul tour de rotor, on a 3 cycles moteurs complets. C'est ce qui explique le fonctionnement silencieux souple, sans secousse ni à-coups, du moteur à piston rotatif. Il a bien d'autres avantages. Taux de remplissage élevé, pas de soupape, bon écoulement des gaz, équilibrage parfait,
encombrement réduit et aussi simplicité. Comparez. À gauche, vous voyez les pièces d'un moteur à double piston rotatif. À droite, celle d'un moteur classique à 4 cylindres. En 1964, Citroën fonde avec NSU la société Comobile. Elle a pour but l'étude d'une voiture à moteur à piston rotatif. En 1970, Citroën propose aux amateurs de technique de pointe des prototypes équipés du moteur à piston rotatif. C'est l'opération M35. 300 clients acceptent de devenir ainsi les essayeurs du bureau d'études Citroën. L'opération permet d'avancer les recherches. Des milliers d'heures de bancs d'essai, 20 millions de kilomètres parcourus. Le jour vient où l'on peut songer à la fabrication. En 1967, Citroën avait signé un nouvel accord avec NSU en fondant Comotor, société pour la construction et la diffusion de moteurs à piston rotatif. L'usine se trouve à Altfortweiler dans la Sarre. Le travail d'extrême précision en série y est de rigueur. Des ouvriers, des techniciens qualifiés y fabriquent sur des machines hautement perfectionnées des moteurs à piston rotatif birotor. Pour ce moteur nouveau, il a fallu créer des techniques d'usinage nouvelles. Comotor fait elle-même les pièces essentielles. L'arbre moteur, par exemple, il est soigneusement vérifié et contrôlé, percé. Il subit un traitement thermique destiné à le durcir et à le protéger. Enfin, on achève de l'usiner. Il faut 34 opérations pour fabriquer un rotor. Les machines spéciales lui donnent sa forme au micron près. D'autres machines, automatiques, creusent sur 3 rotors à la fois les gorges des segments de flanc. Les contrôles portent sur près de 200 points. Le contrôle de la parfaite étanchéité est l'un des plus importants. Parallèlement, le stator ou trochoïde est usiné, percé, rectifié à partir de la pièce d'aluminium coulée à basse pression dans les fonderies Citroën. En cours d'usinage, avant et après traitement spécifique, cette pièce subit 40 vérifications systématiques. Les différentes pièces du moteur doivent toutes présenter un état de surface parfait. Les métaux sont traités pour résister à l'usure et aux plus hautes températures. Chaque partie en contact avec une pièce en mouvement est traitée différemment selon sa place. Les moteurs sont montés à des postes de travail individuels, c'est-à-dire que chaque monteur a la responsabilité d'un birotor complet. Après quoi, les moteurs sont essayés sur banc dans des cabines insonorisées. Chaque moteur tourne pendant 35 minutes à un régime variant de 1200 à 5500 tours minute. On contrôle non seulement la puissance, le couple, la consommation, mais aussi la composition des gaz d'échappement. Le birotor est un moteur propre. Il passe largement les normes anti-pollution.
L'automobile est un engin sérieux, un des reflets essentiels de notre civilisation. L'habitabilité, la mécanique, la technologie en général. Notre métier est un métier de synthèse. Un petit peu là, en élévation c'est un petit peu fort, là, il y a une petite bosse. Ouais, toute petite bosse là. Évidemment, l'œil suppute la ligne, la teste dans tous ses raccourcis, essaie de déceler le défaut, mais il ne décèlera jamais le défaut local de quelques dixièmes de millimètre. L'électronique nous a fait faire un progrès énorme. Une voiture est réussie quand on ne peut plus rien lui retirer. Le pointeur électronique relève toutes les cotes de la maquette grandeur. Il faut environ 25 000 mesures pour composer un portrait mathématique de la future carrosserie. Chaque chiffre est traduit et mémorisé sur une bande sous forme de trou. L'ordinateur aveugle décrit la voiture future aussi facilement qu'un vieil orgue déchiffre une valse. L'ordinateur n'est pas bavard. Il répond par écrit, et c'est souvent lui qui pose des questions. Les ingénieurs dialoguent avec l'ordinateur grâce à un écran. L'image électronique permet d'étudier dans l'instant l'ouverture d'une porte de coffre qui n'existe encore qu'en plâtre. Pour le mathématiser, moi je crois qu'il faudrait... Oui, mais il faudrait faire une discontinuité ou passage d'arrêt. On va voir comment ça va se passer. Sans ça, on va faire. Ah, il y a un dièdre. Essayez de tourner un petit peu là. Il faudrait qu'on voit bien le joint du côté à l'avant. Alors c'est une ou deux vues à plus loin que ça. Si on avait pu voir en épaisseur ici par rapport au débattement de la lampe, on aurait eu le battant. Là, ici, par exemple, ce bord que l'on a créé, ça fait un petit peu le bord de la pièce, là, Oui, le bord tombé de la le pièce. bord de la pièce. Je crois que si on le supprimait, parce que vous êtes obligé d'utiliser CMAT pour transformer les points en courbes. Et CMAT, si vous faites CMAT, ça veut dire que vous allez remathématiser, et comme vous passez l'arête, ça va... Bon, bah, je vais enlever l'arête, là, simplement. Au passage de l'arête, CMAT, il va tomber en rate. Là, on va pas faire un produit S3, là. Un produit S3, c'est pas la peine. Quand on aurait dragué tous les points. Je voudrais bien voir quand même, parce que je me demande si on n'a pas le... Bah, il n'a pas, là. Ah, si, il y a... Avant, il y a... Là, il va en manquer un bout nettement. Quand on va grossir cette zone-là, Non, mais il faut effacer le petit bout là-bas pour voir si on l'a. Voilà, là, vous voyez, Il manque un point. il manque un point. Quand le travail de l'ordinateur est jugé satisfaisant, on peut recueillir le résultat sur bande perforée.
nous transportons le véhicule plâtre dans la nature pour terminer le modèle en l'absence totale de références géométriques. Tous ces défauts apparaissent. Il est beaucoup plus facile de les corriger. On a modifié des voitures parce qu'on les avait transportées dans la nature. De la route pendant le week-end, un bilan... De plus en plus de voitures sur les routes, c'est aussi de plus en plus d'accidents, de plus en plus de blessés, de plus en plus de morts. Que faire? Aménager, surveiller, réglementer, bien sûr. Mais surtout, perfectionner et améliorer. Avant de mettre un modèle sur le marché, un constructeur comme Citroën commence par le casser de toutes les façons possibles. L'étude de la sécurité est traitée systématiquement et scientifiquement. On distingue deux sortes de sécurité, la sécurité primaire et la sécurité secondaire. La sécurité secondaire est celle qui intervient pendant l'accident. C'est l'ensemble des éléments qui limitent les conséquences d'un choc pour les occupants de la voiture. Pour l'étudier, on utilise souvent des mannequins grandeur nature, appelés Oscar, équipés de nombreux instruments de mesure. Toutes les expériences sont filmées. Les carrosseries sont quadrillées afin de faciliter l'observation des déformations.
Le but de ces expériences est de déterminer comment préserver l'espace de survie des occupants de la voiture. Comment aussi absorber une grande partie de l'onde de choc et obtenir des décélérations biologiquement acceptables. Par exemple, avec des carrosseries à zones de déformation différentes, avec un habitacle rigide qui protège les passagers, qui sont bien sûr maintenus par une ceinture de sécurité. Des moyens très importants sont mis en œuvre. Bascule dynamique, bélier, catapulte, instruments de mesure électronique. On met au point des absorbeurs d'énergie, notamment en bourrant les corps creux de mousse de polyuréthane rigide. On expérimente l'airbag, ballon amortisseur à gonflage instantané lors d'un choc. La sécurité pendant l'accident, c'est bien. C'est nécessaire. Mais la sécurité avant, c'est peut-être mieux. C'est la sécurité active ou primaire. La sécurité primaire permet, dans bien des cas, d'éviter l'accident. Elle met en jeu les qualités de base d'une voiture. On l'étudie dans de véritables laboratoires roulants. Inlassablement, on vérifie, on observe, on mesure. Puis on modifie et on améliore. Les essayeurs parcourent des milliers de kilomètres, imposent aux voitures un train d'enfer. Ils les torturent sans répit. Virages, tests de maniabilité, slalom rapide. Le résultat, le voilà. Une tenue de route impeccable, une direction précise, une voiture qui ne dévie pas d'1 millimètre de sa trajectoire, qui répond sans délai, sans erreur, au moindre geste du conducteur. Cela aussi, cela d'abord, c'est la sécurité. Premier disque, deuxième et troisième. Hein. 100, 1000, 10 000 coups de frein à différentes vitesses. Garniture Textar, 4 personnes 50 à 60 km/h, avec un tour complet de refroidissement entre chaque coup de frein. Il faut non seulement vérifier que les freins répondent immédiatement, que la voiture est ralentie efficacement et reste bien en ligne, mais encore qu'une utilisation intensive n'échauffe pas trop les disques. Une bonne suspension doit maintenir les roues en contact avec le sol, quelle qu'en soit la configuration.
Il faut que l'adhérence soit maintenue en toutes circonstances sur les pavés les plus inégaux et que rien de ces chocs indéfiniment répétés ne soit transmis aux occupants de la voiture. Pour ces essais, Citroën dispose de pistes spéciales qui feraient hurler d'horreur un ingénieur des ponts et chaussées. Les roues indépendantes suivent sans rebondir le profil du sol. La carrosserie reste stable, maintenue bien horizontale par la suspension. La tôle ondulée, c'est pire que les pires pavés. C'est une entreprise de démolition de la voiture. Les bosses du sol produisent une excitation des roues qui sollicite à l'extrême la suspension et les pneus. Cela produit des vibrations dans tout le véhicule, le volant peut échapper aux mains du conducteur, les essuie-glaces et les clignotants se déclenchent d'eux-mêmes. Pour une voiture, le test tôle ondulée, c'est le passage du mur du son. Les tests se succèdent sans répit. La piste d'essai multiplie les obstacles. Le dos d'âne, par exemple. Test d'étanchéité. Passage à différentes vitesses. En eau douce et en eau salée pour les tests de corrosion. Une bonne tenue de route doit permettre d'affronter les situations les plus inattendues. Même si un pneu était tout à coup détérioré par un objet tranchant ou volumineux sur la route, le véhicule devrait pouvoir rester dans sa trajectoire. Peu de voitures en sont capables. C'est le test de l'éclatement provoqué d'un pneu à l'avant. Au signal, un couteau déchire instantanément le pneu. La voiture ne dévie pas. Le conducteur doit pouvoir freiner. Il pourrait même lâcher le volant. Ces voitures cobayes, on les fait aussi grimper. À vide et en charge, sur des pentes à 25%, et même 30%. La sécurité, c'est aussi celle des autres. Limiter les nuisances fait partie de la tâche d'un constructeur. La sécurité, par exemple, est étudiée à toutes les vitesses, à toutes les accélérations, avec tous les réglages possibles, sur un parcours simulé. Tous les gaz sont recueillis, mesurés, analysés. Sans arrêt, des voitures, entières ou organe par organe, sont étudiées avec tous les moyens imaginables. La sécurité des véhicules d'aujourd'hui et de demain est à ce prix.
Mais ce n'est pas suffisant. La sécurité est aussi l'affaire de chaque conducteur. Cette sécurité-là n'est ni primaire ni secondaire. Elle est primordiale. Des voitures sûres entre les mains de conducteurs sûrs et l'automobile redeviendra, sans danger pour personne, le merveilleux instrument de liberté individuelle qu'elle doit être.